Bonjour. Vous le savez peut-être, mais nous sommes cette semaine en pleine semaine du podcaston. Pendant une semaine, nous avons plus de 400 animateurs de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. Et voilà, nous en tant que membres d'ASBL, avec notre ASBL Ulilo qui gère justement la maison de naissance, c'est hyper important pour moi de mettre en valeur le monde associatif. Et cette belle mobilisation, elle était importante pour moi parce que elle permet en fait de mobiliser les auditeurs, les auditrices à se rendre compte justement des besoins des associations et via le podcaston, il y a des possibilités en fait de faire des dons à des associations. L'année dernière, j'avais mis en avant l'association Au-delà des nuages et cette année, je vais vous présenter l'association Aquarelle qui est une association en fait qui a été mise en place par des sages-femmes au sein de l'hôpital Saint-Pierre et qui s'occupe particulièrement en fait des femmes qui sont dans des situations où elles sont sans papier. Je vous laisse donc découvrir aujourd'hui cette interview et je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour vous donner plus d'informations vis-à-vis du podcast. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, mais très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour Ludovica, bonjour Margot. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui donc, dans les locaux de Aquarelle pour l'épisode spécial podcaston. Donc aujourd'hui j'avais vraiment envie de mettre en avant votre ASBL qui gagnerait à être vraiment connu et puis justement à être soutenu peut-être par des initiatives privées ou publiques pour justement faire encore plus connaître votre combat, votre travail au quotidien. Donc Ludovica, tu es assistante sociale. Et Margot, tu es sage-femme, et donc vous allez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Aquarelle pour les auditeurs de Bulle de Sage-Femme, pour qu'ils puissent justement peut-être mieux comprendre quelle est cette ASBL et toute son importance. Très bien. Allons-y. Tu veux expliquer ? Mais donc l'ASBL Aquarelle, c'est une ASBL qui s'occupe des patientes enceintes en séjour illégal ou dans la très grande précarité. Et donc on est une équipe de sages-femmes et d'assistantes sociales. Moi je suis la seule assistante sociale de l'équipe. On travaille avec de nombreuses bénévoles, on travaille avec une kiné afin de permettre un suivi de grossesse et de postpartum global, complet aux femmes qui sont les plus vulnérables. On s'occupe des femmes sur les 19 communes de Bruxelles, donc on ne va pas en dehors. Et les femmes qui sont suivies par l'ASBL Aquarelle accouchent à l'hôpital Saint-Pierre. En majorité, en tout cas. Tout à fait. Ouais, j'ai rien à rajouter, tout est dit. Effectivement, on est plus de sages-femmes que d'assistants sociaux. Il faut quand même savoir qu'Aquarelle a 25 ans cette année et qu'à la base, elles étaient 2 sages-femmes et qui avaient été mandatées par l'hôpital. Donc, elles sont salariées à l'hôpital. Elles avaient eu 2 mi-temps détachés pour travailler à Aquarelle. Et puis, Aquarelle a grandi d'année en année et on a réfléchi qu'est-ce qui serait important pour agrandir l'équipe. Et vu qu'on s'occupe de maman dans de la précarité, ça nous paraissait indispensable d'avoir une assistante sociale. Et donc, voilà pourquoi est né le fait de travailler en binôme. Et on se rend compte à quel point le travail multidisciplinaire, mais surtout en binôme sage-femme et assistante sociale, c'est un plus dans la ASBL parce qu'on peut vraiment permettre aux femmes, parfois on leur permet de se régulariser au cours de la grossesse, de leur expliquer leurs droits ici en Belgique et d'approfondir notre travail depuis qu'on travaille en binôme, je trouve vraiment. En fait, moi, je suis la première assistante sociale de l'ASBL parce que il y a eu un financement qui a permis d'engager une assistante sociale strictement en faisant partie de l'équipe Aquarelle. Mais avant cela, donc les sages-femmes travaillaient avec soit le service social de l'hôpital Saint-Pierre, avec la limite qu'elles ne peuvent pas aller à domicile, elles ne peuvent pas sortir de l'hôpital. Et elles travaillaient aussi beaucoup avec l'ONE, donc en prénatal, avec l'équipe qui est sur l'hôpital Saint-Pierre et avec les consultations pour enfants, donc pour le postpartum, et avec Kinengezin. Voilà. Donc il y avait ces gros partenariats-là au niveau social, qui sont toujours d'actualité, mais voilà, moi je me penche beaucoup plus sur les situations quotidiennes des patientes que les sages-femmes rencontrent. Donc là actuellement, l'équipe, il y a combien de sages-femmes, donc il y a une seule assistante sociale ? Oui, et il y a 7 sages-femmes. Il y a 4, oui.
Il y a 7 sages-femmes. Dans les 7 sages-femmes, ça a peut-être peu d'importance, mais c'est juste pour vous dire comment on est... Enfin, on est 4 sages-femmes payées par l'hôpital Saint-Pierre à mi-temps, et puis des sages-femmes libérales qui viennent nous aider aussi quand on a beaucoup de soins postpartum ou quand on est dans une phase bien intense. Elles viennent renforcer l'équipe. Et il y a une kiné. Depuis presque un an, on a aussi une assistante administrative. Et ben voilà, aussi toute l'équipe de bénévoles qui s'occupe du vestiaire femme enceinte et du vestiaire enfant. Et on a une infirmière sociale qui travaille là depuis longtemps, qui voilà, a les 2 casquettes. Elle fait un petit peu de préparation à la naissance, des massages prénataux et aussi une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, elle fait une permanence sociale pendant le vestiaire enfant, et donc là c'est sans rendez-vous, donc les dames qui viennent chercher des vêtements peuvent poser des questions à notre collègue infirmière sociale. Tout à fait, parce que le but de ça, de cette séance sociale, qui pour moi a vraiment de l'importance, c'est de dire aussi des femmes qui sont dépendantes d'une certaine manière du vestiaire d'aquarelle pendant plus d'1 an, après 1 an la vie de l'enfant. Le but de cette séance sociale, c'est un peu d'essayer de comprendre pourquoi elles viennent encore au vestiaire social. Est-ce que leur situation ne s'est pas améliorée depuis 1 an, puisque le but d'aquarelle, et ça vraiment, c'est important pour nous de le dire, c'est vraiment d'être un tremplin, de permettre aux mamans de l'empowerment, mais vraiment de se dire, ok, ben là, c'est un moment charnière, la naissance, et donc on est là pour apporter un peu de douceur et quelque chose de sécurisant, mais le but n'est pas de fidéliser en fait les patientes et de faire en sorte qu'elles soient dépendantes d'une ASBL, parce qu'il faut quand même savoir que les gens qui sont dans de la précarité, c'est des gens qui sont souvent très isolés. Il y a des femmes qui viennent d'arriver sur le territoire, donc qui n'ont pas tous les codes des fonctionnements du pays d'accueil qui est la Belgique ici. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont parfois fort dépendants de notre ASBL, puisqu'on leur apporte une sécurité à ce moment-là. Et donc, le but, c'est effectivement d'apporter de la sécurité dans un moment charnière, mais aussi de leur faire comprendre ce à quoi elles ont droit, et essayer d'établir dans leur quartier, dans leur commune, de leur dire, voilà, vous avez le droit, il y a l'ONE, vous pouvez aller aux maisons ouvertes, vous pouvez aller chercher des colis alimentaires s'il y a des difficultés alimentaires, et vraiment d'essayer d'ancrer ces femmes dans leur quartier pour pas qu'elles soient dépendantes de notre ASBL, de leur dire, voilà, vraiment... Oui, un tremplin, quoi. Un tremplin, tout à fait. Ça, c'est profond. Donc, dans les nombreuses choses que vous proposez, c'est donc ces fameux vestiaires pour les mamans et les bébés. Et c'est aussi tout le soutien pendant la grossesse, de préparation, de consultation aussi prénatale. Oui, tout à fait. Et puis en postpartum, comment est-ce que vous faites? Parce que j'imagine qu'il y a la barrière de la langue. En plus de, effectivement, ne pas être du tout avec les mêmes codes, comme tu disais tout à l'heure. Ça doit être quand même... un ajustement à chaque rencontre? Ouais, c'est un ajustement à chaque rencontre. Après, la question de la barrière linguistique, on nous la pose souvent. Et alors, est-ce qu'elle fait partie tellement intégrante de notre travail qu'on ne la voit plus comme une barrière? C'est possible. Il faut savoir que les gens sont quand même très souvent accompagnés. Et alors, quand ils savent que la barrière linguistique est totale, ils viennent accompagner de gens pour pouvoir faire passer, pour pouvoir communiquer avec nous. Voilà, et puis s'il y a une vraie barrière linguistique et qu'on se rend compte au premier échange que ça empêche vraiment maman de s'exprimer et de dire ce qu'elles ont envie de dire, alors on met en place des traducteurs pour la suite. Donc on fonctionne avec l'hôpital Saint-Pierre où ils ont des médiateurs interculturels où les mamans, on peut faire appel à eux quand il y a des grosses barrières linguistiques. Il y a aussi le CETIS, avec qui on travaille. Interculte. Ça, c'est par Internet. Mais donc, en fait, il y a plein de possibilités d'avoir des interprètes jurés. Enfin, je ne sais pas si on dit jurés, mais des gens dont c'est le métier. Et c'est important parce que quand tu te fais traduire par ta grand-mère ou ton père ou ton enfant de 8 ans, c'est pas toujours idéal. Donc, dans la mesure du possible, on essaye de faire appel à des interprètes, et puis on a une équipe polyglotte, tout à fait, où on parle quand même pas mal de langues, et ça nous aide. Et voilà, l'un dans l'autre, on s'en sort comme ça. Et puis au pire, il y a toujours Google Translate, qui n'est pas toujours l'idéal, et ça prend du temps, et c'est pas toujours très bien traduit, mais voilà, tant que ce qu'on doit communiquer arrive à l'autre personne,
voilà. Et vu qu'on les voit quand même tous les mois, les dames, on peut rectifier s'il y a quelque chose qui n'a vraiment pas été bien entendu, bien compris par la patiente. Tout à fait. Donc si, parce que tous les auditeurs ne connaissent pas forcément la spécificité de l'hôpital Saint-Pierre, mais donc c'est un hôpital qui est en plein centre de la ville de Bruxelles, et c'est très souvent ici que les personnes sans papier viennent pour des soins. Quelle est l'histoire en fait d'Aquarelle ? Comment est-ce que ça a commencé en fait ? Parce que d'où est venue l'idée ? D'où est venue l'idée ? Eh bien, Aquarelle, bon, il faudrait que Linda et Martine soient là, c'est les deux... c'est les fondatrices. C'est les fondatrices pour l'expliquer, mais on va essayer de vous l'expliquer au mieux. Aquarelle est née du coup il y a 25 ans, et comme vous dites très justement, l'hôpital Saint-Pierre, c'est l'hôpital du CPS à la base, historiquement. Ça ne se dit plus comme ça, mais voilà, ça. À la base c'était ça, mais ce n'est plus ça. On ne dit plus ça, mais à la base, symboliquement, et ça a toujours... Il y a 25 ans peut-être encore, non ? Même pas ? C'est possible. Ouais, je ne sais pas non plus. Mais bon, donc du coup, effectivement, comme vous dites, naturellement, c'est les gens qui n'ont pas de sécurité sociale se présentent assez spontanément à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc voilà, et puis il y a des gens... qui venaient sans sécurité sociale. Et donc, pour l'hôpital Saint-Pierre, c'était quand même un gouffre financier, puisqu'il y avait plein de gens qui restaient, qui venaient pour des soins de santé, et puis l'hôpital n'était pas payé pour ces soins de santé. Donc, il y a eu une réflexion de se dire, en fait, comment on pourrait permettre à ces gens de leur expliquer quels sont leurs droits, parce qu'en fait, ça c'est important de le dire, mais... en fait, tout le monde qui arrive sur le territoire belge, après 3 mois, a le droit... de faire la demande de l'aide médicale urgente du CPAS du CPAS de la commune dans laquelle il loge. Et ça sert à quoi cette AMU ? L'aide médicale urgente, en fait, ça permet de couvrir tous les soins de santé de base, et le suivi de grossesse est un soin de santé, et que le CPAS intervienne à 100% dans le paiement de ses frais de santé. En fait. Même pour des personnes qui sont là sans papier. Oui, en fait, c'est le dernier filet de sécurité que l'État belge a mis en place pour pouvoir permettre aux personnes de se soigner et de ne pas avoir de grosses complications qui feraient que leur vie puisse être mise en danger à cause de ça. Et donc Aquarelle est un peu née comme ça, c'est de se dire, mais en fait, c'est un droit pour ces gens-là de venir à l'hôpital. Et donc, en fait, faisons-leur comprendre leurs droits ici sur le territoire belge, et donc allons à leur rencontre. Donc, à la base, les 2 sages-femmes qui avaient été engagées pour travailler à Aquarelle faisaient des maraudes dans les villes de Bruxelles, dans les communes de Bruxelles, pour aller dire aux gens, en fait, vous avez le droit de faire suivre votre grossesse à l'hôpital Saint-Pierre, il y a une couverture sociale qui vous est octroyée, et donc venez, n'ayez pas peur d'être... ce n'est pas la police, donc on ne va pas vous renvoyer dans votre pays parce que vous venez faire suivre votre grossesse à l'hôpital Saint-Pierre. Et donc vraiment, petit à petit, comme ça, elles ont maraudé, et puis les gens ont commencé à arriver, et elles ont expliqué aux gens leurs droits en termes de sécurité sociale. Et puis maintenant, ça a 25 ans, et maintenant, on ne doit plus marauder, puisque maintenant, c'est connu de tout le système associatif, assez bien. Du moins, de toutes les ASBL qui s'occupent des demandeurs d'asile ou bien des personnes en grande précarité connaissent Aquarelle. Donc ils savent que s'il y a des femmes enceintes, elles peuvent venir et être suivies chez vous. Tout à fait. Par exemple, au téléphone, on essaie de bloquer un rendez-vous avec une des sages-femmes et comme ça pour les faire rentrer dans le suivi Aquarelle. Le SAMU social, Médecins du Monde, tous les centres faits d'asile, le Petit Château. En fait, c'est vraiment le milieu associatif pour la précarité des soins de santé nous connaît très bien, et donc ils savent qu'ils doivent nous référer les mamans. Surtout que, sans modestie aucune, c'est la seule association en Belgique qui existe pour accueillir les mamans sans papier enceintes. Il y a Écoline à Liège qui accueille aussi des mamans qui sont sans papier, mais à hauteur d'une 20aine de femmes par an. Donc c'est un suivi sur du long terme, un accompagnement dans la famille. C'est plus un accompagnement psychologique pour les mères, plutôt que simplement gynécologique, disons. Oui, c'est un tout. Il y a c'est quand un même, tout, je pense. C'est un tout. Ouais. Il y a le suivi médical, mais comme tu dis, c'est vraiment, ils prennent peu de femmes, et c'est un choix pour vraiment pouvoir faire une continuité des soins et approfondir leur suivi. Là où nous, on a quand même... Combien de femmes cette année ? 430
430. Plus que entre 400 et 450. En Je n'ai 2023? plus le chiffre exact, oui, en 2023. En 2023, et juste pour vous donner un exemple, parce que je trouve que c'est marquant, à l'hôpital Saint-Pierre, cette année, il y a 1600 accouchements, et on s'occupe de 400 à 450 femmes, donc je suis très nulle en calcul, mais en pourcentage, c'est quand même un grand pourcentage de l'hôpital. 20%, une vingtaine de pourcents. Oui, c'est ça, ça fait presque un quart en fait. Voilà, Ouais. un quart. Donc voilà, c'est pas rien. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est. Et c'est énorme en fait. C'est Donc vrai. il faut le souligner, c'est vrai. Vous faites un suivi qui est assez important et donc du coup quand les femmes arrivent pour l'accouchement, on dit que ce sont des patients qui sont suivis par Aquarelle. Tout Oui, à fait. c'est inscrit dans leur dossier médical en tout cas. Puis évidemment, ça arrive régulièrement aussi qu'on ait des patientes qui ne sont pas du tout connues, qui n'ont pas fait suivre leur grossesse ou qui ont fait suivre leur grossesse par un gynécologue ou en privé ou d'autres prestataires de soins qui ne les ont pas bien informées de leur droit à l'aide médicale urgente par exemple et que donc elles arrivent à l'hôpital Saint-Pierre, on ne les connaît pas, elles viennent accoucher et puis elles rentrent dans le suivi Aquarelle pour le postpartum et à partir de là on commence le suivi social à ce moment-là aussi. Et donc juste avec le nombre de sages-femmes que vous êtes, vous arrivez à couvrir ces 450 patientes sur l'année, partout sur le territoire de Bruxelles? Je crois pas qu'on a toutes les femmes. Non, c'est sûr que non. On n'a pas toutes les femmes. Non, dans ces entre 400 et 450, il y a quand même certaines, par exemple beaucoup de Brésiliennes ou de Sud-Américaines qui décident d'aller accoucher en Espagne. Et donc c'est des patientes pour lesquelles on a fait le suivi de grossesse en prénatal, mais et puis après il n'y a pas de suivi en postnatal étant donné qu'elles ont accouché autre part. Tout à fait. Il y a des femmes qui sont suivies qui sont dans des centres faits d'asile. Ces femmes-là, on les suit en prénatal, mais si elles rentrent par exemple dans certains centres faits d'asile en dehors de Bruxelles après, on les perd aussi pour le postnatal. Donc quand on vous dit entre 400 et 450 femmes, c'est pas un suivi. On aimerait que ça soit un suivi dans une continuité la plus grande possible, mais c'est souvent des femmes qui sont en fait amenées à... Elles ont un parcours de vie, mais leur parcours de grossesse symbolise leur parcours de vie, qui est tellement changeant que parfois on va les voir 2-3 mois, et puis après, comme dit Ludovica, elles vont partir accoucher en Espagne, ou alors elles vont être référées dans un autre centre fait d'asile en dehors de Bruxelles, ou alors elles habitent un peu trop loin de Saint-Pierre, et donc elles appellent une ambulance parce qu'elles n'ont pas... de voiture pour se déplacer le jour J, le jour de l'accouchement, et donc elles sont référées à l'hôpital le plus proche. Donc il y a quand même des femmes dont on perd la trace, et parfois qu'elles nous rappellent en postpartum plus tard. Mais donc voilà, on aimerait dans de la continuité de soins, c'est vraiment le mot d'ordre de notre travail, et on l'est pour beaucoup de femmes. Mais après, la réalité de la précarité de manière générale, c'est que c'est des femmes qui ont parfois, qui ont... Comment expliquer ça? Ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas un parcours de vie. Elles n'habitent pas dans une petite maison à Molenbeek, au 3e étage, avec ascenseur. Donc, parfois, elles sont logées chez une amie, et puis à Molenbeek, et puis le mois d'après, elles vont être à Anderlecht, et puis le mois d'après, c'est la copine de Halle qui va la loger, et puis, pourquoi pas à Liège, et voilà, là, du coup, on la perd. Donc, ouais. Et vous alliez partout, donc même les femmes qui sont en centre fait d'asile ou tout autre lieu, vous allez de toute façon sur place. Oui, avec une exception pour le Petit Château, parce qu'au Petit Château, il y a 2 sages-femmes dans le bureau médical du Petit Château, et donc c'est quand la femme a accouché, c'est les sages-femmes du Petit Château qui vont faire le suivi postpartum, mais puis on les revoit encore une fois pour le rendez-vous après 6 semaines après l'accouchement. Et elles ont quand même le droit à faire toutes les activités postnatales, prénatales, puisqu'on les a rencontrées pendant la grossesse, mais je veux dire, même si elles rentrent au Petit Château, qu'elles sont suivies d'un point de vue médical par les 2 sages-femmes, elles peuvent venir faire tout ce qu'on propose en postnatal, donc du yoga postnatal, elles peuvent venir faire des massages bébés, venir se faire masser elles-mêmes, venir suivre les cours d'intégration à la langue française avec Proforal, donc elles ont toujours accès aux locaux, mais voilà, pour le suivi purement postpartum du métier de sage-femme, c'est fait par les 2 sages-femmes du Petit Château. Et sinon, pour être plus précise, quand vous dites on va dans les centres faits d'asile, je répète toujours que c'est sur les 19 communes bruxelloises qu'on va, donc il y a plein de centres faits d'asile qui sont en dehors de Bruxelles, auxquels on ne va pas. Et donc, dans chaque centre fait d'asile, il y a un service médical,
mais c'est pas des sages-femmes. Donc c'est quand même, c'est des infirmiers, des médecins, donc il y a quand même un suivi qui est fait. Donc ces femmes sont, enfin voilà, s'il y a des difficultés, elles peuvent y aller. Voilà, mais j'imagine une épisiotomie qui cicatrise mal, ou enfin une épisiotomie c'est pas un très bon exemple, mais une déchirure qui cicatrise mal, ou une grosse congestion, le médecin généraliste ou l'infirmier du centre va pas savoir forcément gérer ça parce que c'est pas dans ses habitudes, donc parfois il y a un peu de difficulté. Donc moi, quand c'est des femmes qui rentrent en dehors du centre, ça m'arrive de leur laisser mon numéro de téléphone. Bon, c'est pas aussi bien que d'être présente, mais de faire une consultation par téléphone pour gérer une congestion, c'est mieux que pas de gestion du tout. Oui, tout à fait. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses que vous proposez, et donc même des cours de français. Oui, on a une collaboration avec Proforal, mais c'est toi qui connais plus le fonctionnement en fait avec Proforal. En fait, on a réfléchi à ça parce que en fait, il existe plein de cours d'intégration à la langue française ou des cours de français auxquels les mamans ont droit. Donc au début, on ne s'est pas dit qu'on allait intégrer ça à Aquarelle. Il y a possibilité de trouver ça ailleurs. Cependant, Proforal, c'est un cours d'intégration à la langue française, mais ils ont une approche très intéressante, c'est qu'ils proposent justement, si la maman est enceinte et que le fait de devoir aller à l'hôpital Saint-Père, elle s'oriente pas bien dans l'hôpital parce qu'elle sait pas où est-ce qu'elle doit aller pour quel examen, elle doit signer des papiers. Je sais pas, pensons une ligature tubaire, parce que la madame souhaite une ligature tubaire, elle doit signer un papier, mais elle lit pas le français, elle le comprend pas, ou on lui donne des papiers d'échographie, tous ces rendez-vous, elle les comprend pas. Le but de Proforal, c'est de faire apprendre la langue française par le biais des thématiques liées à leur grossesse. Donc il y a des gens, nous les sages-femmes, si on fait une thématique sur les pleurs du bébé ou sur l'allaitement, on peut venir au cours pour expliquer un petit peu. Donc c'est vraiment par ce biais-là, donc ça avait du sens. Et un point très important, c'est que les mamans peuvent venir avec leur bébé. Donc elles peuvent venir quand elles allaitent avec leur enfant, alors que les cours de français, il y en a très peu, il y en a beaucoup qui refusent les mères quand elles sont dans des périodes de postpartum, qu'elles allaitent, parce que ça fait trop de bruit un bébé dans les salles. Donc là, elles peuvent venir avec leur bébé. Ça, c'est important. C'est extraordinaire. J'avais, moi, aucune notion que vous proposiez ça, donc c'est vraiment super. Le yoga et tout ça non plus, donc vraiment super bien. Dites-moi un petit peu, comment est-ce que les personnes qui écoutent ce podcast et puis qui se disent « Ah, ça a quand même l'air d'être une ASBL vraiment chouette, qui aurait bien besoin de soutien », comment est-ce qu'on peut vous soutenir concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Aquarelle? Concrètement, nous, on est tout le temps à la recherche de vêtements pour femmes enceintes, manteaux, chaussures, vraiment tout ce qui est éléments pour s'habiller. Et même chose pour les enfants, pour les bébés. Donc ça, c'est jusqu'à 1 an. C'est la limite qu'on a mis pour le vestiaire, c'est de pouvoir fournir des vêtements jusqu'au 1 an de l'enfant. Et puis concrètement aussi faire des dons financiers. On a la possibilité de faire une domiciliation, non? Non, d'avoir une attestation fiscale après. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est notre déductibilité fiscale. Exactement, une déductibilité fiscale. Mais ça, c'est notre collègue assistante administrative qui s'occupe beaucoup de ça, de comment ça s'organise. Mais en tout cas, sur notre site internet, si les écouteurs veulent faire un don financier, c'est tout à fait possible. Et d'avoir toutes les informations sur le site internet et recevoir une attestation et de recevoir une attestation, exactement. Pour leur déclaration fiscale. Tout à fait, pour leur déclaration fiscale. Et alors, comme don, effectivement, comme dit Ludovica, c'est les habits. Pour les femmes enceintes et allaitantes aussi, si vous avez des soutiens-gorge d'allaitement, des t-shirts d'allaitement, c'est toujours le bienvenu. Et des habits pour les enfants de 0 à 1 an, mais également tout du matériel de puériculture. Donc on pense à des bains, on pense à des lits, des poussettes si elles sont encore en bon état, parce qu'on reçoit malheureusement parfois des choses qui sont plus en bon état, et donc des choses en bon état, et puis des coussins d'allaitement, des porte-bébés, des écharpes de portage, tout ce qui est en lien avec la tendre enfance est le bienvenu du moment que c'est sans tache, sans trou et en bon état. Des tire-laits? Des tire-laits, non, parce qu'on a un peu, en termes d'hygiène, on ne sait pas vraiment comment bien les stériliser, donc on évite, on les loue. On les loue pour les mamans qui en ont besoin. Génial. Parfait. En tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que vous avez envie de raconter ou de partager par rapport à Aquarelle.
Mais alors nous, cette année, on a fait une collaboration avec le Crévis pour faire un plaidoyer pour parler des problèmes de logement de nos patientes. Donc c'est quelque chose sur laquelle on est en train de mettre beaucoup d'énergie parce que il y a plusieurs ASBL qui font du domicile, mais nous, on est vraiment confrontés quotidiennement quand on va voir la patiente chez elle aux difficultés de logement, à la précarité du logement, à l'insalubrité, aux marchands de sommeil, aux squats et toutes les difficultés qui sont apportées par le fait de ne pas avoir un logement dans lequel accueillir son enfant correctement. Et donc c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qu'on est en train de préparer aussi. Donc pour pouvoir communiquer justement sur la réelle difficulté des femmes à trouver un logement adéquat pour accueillir leur bébé. Mais alors on suivra aussi de près cette campagne-là. Un tout grand merci en tout cas Ludovica, merci Margot, merci pour ce partage et j'espère justement qu'on pourra potentiellement à nouveau vous aider de quelque manière que ce soit. Avec la bulle régulièrement, avec tous les dons qu'on reçoit, on vient vous en déposer. Mais je pense que si jamais on pourra vous aider d'une autre manière, on le fera également. Donc voilà, un grand merci en tout cas. Merci à vous. Voilà, cet épisode interview touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage vivement à aller visiter justement le site podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. L'occasion de découvrir du podcast et puis aussi d'avoir la possibilité de faire des promesses de dons pour les associations et notamment pour Aquarelle. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement et on compte sur vous et merci de votre fidélité justement pour ce podcast, pour le podcaston. Je vous donne rendez-vous mercredi et d'ici là, portez-vous bien.